Eh ben, on va débuter. C'est la dernière table ronde de cette journée de la FSVFP. Merci infiniment d'être là. Notre quatrième table ronde avec un thème, l'arbitrage et l'influence médiatique. On est dans une zone ultra médiatique. Je suis journaliste à France Télévisions et je suis là pour parler de l'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tout passe par la médiatisation. Avant, on avait la presse écrite, la télé. Maintenant, on a les réseaux sociaux. Et avec Twitter, Facebook et tous les autres réseaux sociaux, eh ben, tout le monde a l'impression d'être journaliste et tout le monde a l'impression d'avoir son avis à donner. Le seul problème, c'est que l'avis est parfois partial, violent, et on va en parler, à savoir, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas le plus grand danger des arbitres? On va présenter, mon cher Guillaume, tous les intervenants de cette table ronde. Avec notre grand témoin, celui qui ouvrira et fermera les débats, c'est Bruno Derrien. Vous le connaissez forcément, ancien arbitre international, qui a aussi été consultant. Autre intervenant de notre table ronde, Guy Citruc, qui est ancien journaliste du journal L'Équipe, entre autres, et qui est président de l'UJSF. L'UJSF, c'est l'Union des journalistes sportifs français, mais aussi le patron de la tribune du Parc des Princes, entre autres. Et il nous dira, est-ce qu'il voit des changements chez les journalistes dans leur comportement et dans ceux qui arrivent en tribune de presse? Autre intervenant durant cette table ronde, Georges Honoré, qui est président de la commission du football en milieu scolaire, vous le voyez. Autre intervenant, Christian Dulin, qui est le secrétaire général de la Fédération française de rugby. Et on va voir que c'était important pour nous d'avoir un rugbyman parce que la Fédération française de rugby et le rugby en général est souvent montré en exemple grâce au micro des arbitres que l'on entend lors des retransmissions télé. On va voir si c'est vraiment que du plus ou si c'est mitigé. Autre intervenant, Pierre Guibert, qui est le secrétaire général de la Ligue amateur de football. Et on parlera de ce que vous avez mis en place pendant des années, près de 15 ans, pour justement mettre en responsabilité le footballeur. Un autre intervenant, c'est Alexandre Chéron. Il est membre des Irrésistibles Français, fan absolu de football. Et alors, il est supporter, mais il est aussi arbitre. Bruno Derrien, on vous laisse la parole. Arbitre, journaliste, c'est un duo indissociable avec beaucoup de positifs, parfois des dérives. Je vous laisse la parole, Bruno. Bien, bonjour à tous. Pour ma part, moi, à la fin de ma carrière d'arbitre, qui ne s'est pas très bien terminée, j'ai donc créé un bouquin. Alors, ce bouquin m'a fermé des portes et ouvert d'autres. Ça m'a ouvert les portes des médias. Alors, moi, j'ai toujours considéré qu'un arbitre était un homme public et à ce titre-là, devait s'exprimer. Moi, le reproche que je pourrais formuler aujourd'hui, c'est qu'on n'entend pas assez les arbitres. Ils devraient s'affranchir des consignes de silence qui leur sont imposées par la Fédération française de football. Et c'est dommage qu'on n'entende pas, je dirais, la version de l'arbitre. Donc, c'est toujours à charge. Et donc, il y a un lynchage, je dirais, médiatique qui est devenu quelque part un sport national. Et l'arbitre est un peu le souffre-douleur, le bouc émissaire désigné d'office. Et ça permet à beaucoup de gens de se défausser ainsi et de ne pas assumer leurs responsabilités. Mais aux arbitres aussi de faire leur propre autocritique. S'exprimer devant une caméra, ben, ça demande des compétences. S'exprimer devant un micro de radio également. Donc, je crois qu'un arbitre aujourd'hui est un homme public. Donc, quelque part, si on parle, si on s'exprime, si on échange avec les journalistes, eh bien, on va lever les incompréhensions et on va lever les doutes et on fera preuve, je dirais, de pédagogie. Alors, moi, je suis donc consultant. J'ai commencé à Europe 1 après un match Lille-Sochaux où j'avais vu la mauvaise idée pour les Lillois de refuser 3 buts à Lille. J'avais donc défrayé la chronique et Pierre-Louis Basse, grand journaliste d'Europe 1, m'avait appelé le mardi pour venir m'expliquer dans son studio. Alors j'avais dans un premier temps hésité et puis j'ai accepté de venir. Les choses se sont bien passées. J'ai pu donner ma version des faits et expliquer pourquoi j'avais refusé les 3 buts lillois. Et quelques mois après, il m'avait rappelé donc pour me proposer de devenir consultant arbitre pour la Coupe du Monde 2002. Merci beaucoup. Guy, vous vouliez intervenir? À son époque, Michel Vautreau parlait comme Bruno. C'est-à-dire que non seulement ils n'avaient pas peur des micros ou des stylos qui étaient devant eux, mais ils usaient de leur temps de parole. Moi, je dis toujours, quand on n'use pas de son temps de parole, on le laisse aux autres. Déjà, ils devraient faire comme en rugby, s'exprimer sur le terrain. Au moins, ça serait transparent, ça serait clair. Donc, les arbitres auraient intérêt, effectivement, à s'exprimer. Merci Guy. Christian Dulin qui a la réponse. Le footballeur dit l'arbitre devrait parler. Mais vous n'avez pas ce problème dans le rugby. Parce que dans le rugby, l'arbitre, il a un micro et il parle. Et il parle à la terre entière grâce aux micros qui sont installés sur lui pendant les matchs. C'est ça la solution.
La solution, je ne sais pas. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'on a un avantage dans le rugby en ce qui concerne l'arbitrage, c'est que on a tellement des règles compliquées qu'il y a un respect de l'arbitre qui est pratiquement naturel parce que le rugby est un sport difficile à arbitrer. Le deuxième point, donc là pour rejoindre vraiment le sujet de la table ronde et pour reprendre un slogan qui posera bien le décor, je pense qu'il y a le poids des mots et le choc des photos. Et que dans l'arbitrage, et notamment aujourd'hui dans l'arbitrage vidéo, il y a ce que les gens voient et il y a également ce que l'arbitre peut dire dans le micro. Le micro, c'est intéressant parce que avec la gestuelle qui associe la parole de l'arbitre dans le rugby, il explique ce qui siffle et ça, c'est un avantage énorme pour la compréhension. Après, il y a quand même une difficulté, c'est que quelquefois, ils se lâchent, pensant qu'ils n'ont pas de micro, et là, à l'inverse, ça peut compliquer les choses. Si on veut valoriser l'arbitrage, ça passera par la médiatisation. Je pense qu'il faut assumer la médiatisation et après essayer de la contrôler. Vous parliez des journalistes et Guy, je le vois sourire, il a bien compris que j'allais aller vers lui. Je me souviens, Guy, 1976, j'avais 1 an à l'époque, Bulgarie-France, et cette phrase de Thierry Roland, Monsieur l'arbitre, il avait dit son nom, vous êtes un salaud. Ça veut dire que les journalistes ont souvent attaqué les arbitres, ont souvent donné une mauvaise image de l'arbitrage et aussi peut-être parfois fait pencher du côté obscur les consciences des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy? C'est le cas. Alors, ce qui est, pour compléter ton anecdote, cher David, il faut se souvenir que Thierry Roland avait reçu des sacs entiers de courriers de soutien à l'époque à Antenne 2. Donc, voilà, les journalistes ont une part de responsabilité, c'est clair, mais je pense que les temps ont changé. Hein. On peut critiquer un arbitre et expliquer pourquoi il s'est éventuellement trompé et qu'il le fera malheureusement sans que l'arbitre puisse répondre ou s'expliquer. Vos propos ont déjà demandé des réactions, celle de Georges Honoré. Allez, je vais commencer par vous, Georges. Moi, je voulais parler sur le micro en particulier et donner cet avis. Pour ce qui concerne le micro, moi, je suis pour le micro. D'abord parce que le rugby a fait la démonstration que c'était très utile pour la compréhension des décisions, mais pour une raison qui me semble fondamentale et qui n'est jamais soulignée. C'est que l'arbitre, c'est à la fois son honneur et aussi sa difficulté, il doit juger dans l'instant. Et il me semble que le micro donne à l'arbitre cette instantanéité de l'explication qui vaut l'instantanéité de la décision. Et très souvent, ça suffit pour apaiser les choses. L'explication a posteriori, je la conçois aussi, mais à condition qu'elle soit reculée de 1 ou 2 jours. Si c'est juste après le match, il me semble que ça sera la foire d'empoigne. Merci beaucoup. Pierre, vous voulez reprendre la parole? Concernant la communication dans les médias, vous savez, c'est même en amateur. Combien de fois je suis intervenu sur des articles de presse qui commentent les résultats du week-end où le journaliste s'est permis de faire des jugements de valeur sur l'arbitre. Actu Foot, que vous connaissez très bien, ou foot amateur, qui font carrément, eux, le procès de l'arbitre, souvent à la demande d'un président de club. Comme je le dis tout le temps, l'arbitre ne doit pas faire de jugement de valeur, mais les clubs ne doivent pas en faire non plus, et surtout pas s'appuyer sur des médias. La dernière chose par rapport au micro, j'étais un des premiers à fournir mes arbitres amateurs en district d'oreillettes et de micros, surtout dans le cadre de la formation de jeunes arbitres qu'on envoie en D1 ou en D2 de district, avec des assistants chevronnés à la touche. Dans une décision compliquée, ils sont là pour aider et que cet arbitre ne soit pas seul au monde avec 22 joueurs autour de lui. Moi, ça existe dans mon district, dans le cadre de la formation des arbitres. Merci beaucoup, Pierre. On a l'impression que les supporters veulent cette sonorisation. Dans le rugby, ils l'ont fait. Mais pour les journalistes, ça serait pas mal non plus, parce qu'on éviterait beaucoup de quiproquos. Un problème également quand on parle de l'arbitrage et des journalistes. Les journalistes, sur le papier, sont neutres. Leur avis est neutre et ils doivent avoir un avis totalement tranché, mais totalement neutre en même temps. Seulement dans les tribunes de presse, et je sais que c'est le cas chez vous au Parc des Princes, il y a de nouveaux journalistes qui arrivent. Des médias clubs, on appelle ça, les journalistes de PSG TV pour vous, d'OL TV. La neutralité est peut-être parfois plus à la limite. Et puis il y a aussi tous les influenceurs qui, même s'ils ne parlent qu'aux influençables, ont un rôle important. Les médias clubs, ils représentent leur club, donc c'est légitime qu'ils défendent ces couleurs-là.
les influenceurs, ce sont effectivement des associations de supporters qui ont créé, pour les plus solides d'entre elles, des sites internet et donc qui ont de nombreux adhérents et qui viennent maintenant, qui sont admis en tribune de presse sur le quota des places réservées au club qui reçoit. Alors, cela se comporte de manière assez neutre, assez correcte, hein, c'est-à-dire qu'eux aussi annoncent la couleur, ils défendent leur club, mais ils ont un avis souvent très tranché et critique sur leur propre club. Hein. Il ne faut pas les accuser de tous les maux parce qu'ils représentent ce club. En revanche, il y a chez les journalistes, j'allais dire les vrais journalistes, ceux détenteurs d'une carte de presse, il y a parfois des comportements douteux et répréhensibles à nos yeux. On n'apprécie pas que les journalistes sortent de ce rôle de neutralité. Une question, Guy. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un journaliste peut faire ou défaire la carrière d'un arbitre? Si c'est un journaliste connu et reconnu, il peut briser la carrière d'un arbitre. C'est possible, hein. Il est évident que s'il y a une erreur manifeste énorme aujourd'hui, ça serait très compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine mesure aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, Guy Citruc, les journalistes connaissent le règlement, les lois du football? Est-ce que vous diriez plutôt oui, plutôt non, ou vraiment pas tous? C'est-à-dire que certains connaissent très bien les lois du jeu, d'autres les connaissent moins bien et d'autres, je n'ose pas dire ne les connaissent pas du tout, mais ils les connaissent aussi peu que certains joueurs professionnels. Hein. Merci Guy, c'est franc comme réponse. Alexandre, vous avez souri quand j'ai dit est-ce que les journalistes connaissent les règles du jeu? Vous êtes supporter de l'équipe de France, un acharné, mais aussi arbitre de football. Totalement, j'ai souri parce que après, je pense pas que ce soit forcément les journalistes qui connaissent pas forcément les lois du jeu, c'est plus les chroniqueurs qui, eux, n'ont pas forcément eu la formation de journaliste, justement. Le thème de notre débat, c'est l'influence médiatique. Mais justement, vous parliez des chroniqueurs, Alexandre, des chroniqueurs, ils sont payés pour faire le show. En fait, des fois, ils disent peut-être pas du tout ce qu'ils pensent, mais si ça fait buzzer, si ça fait du clic, comme on dit, ils sont là pour ça. C'est ça, et ça fait beaucoup de mal à l'arbitrage, pour ma part. Et c'est ce que je pense que ça fait vraiment beaucoup de mal parce qu'il y a des fois, vous parlez d'un journaliste qui peut détruire une carrière, un chroniqueur peut détruire une carrière d'un arbitre. Christian, vous avez levé la main. Malheureusement, aujourd'hui, on vit un phénomène sociétal qui est la nécessité de faire le buzz. Et je reprends ce que disait Joël Quignou tout à l'heure. Sans doute que le meilleur arbitre, que ce soit dans tous les sports, c'est celui qu'on ne voit pas. Alexandre Chéron, je reviens vers vous. Vous êtes supporter membre des Irrésistibles. On est dans un pays où il y a 67 millions de sélectionneurs, on le sait, et il y a aussi 67 millions de juges pour les arbitres. Totalement. C'est pour ça qu'en tant que supporter, quand on est dans le stade, c'est difficile parce qu'on n'a pas le retour de la VAR, on n'a pas le retour de vidéo, donc c'est à l'instant T. Et on peut être emporté par les décisions de l'arbitre, qu'ils soient pour ou contre nous. Pourquoi les vidéos de la VAR ne sont pas mises sur les écrans géants? Il n'y a pas de sujet à interprétation derrière. Tout le monde a la même image et on n'en parle plus, quoi. Je pense qu'on peut atténuer ces phénomènes d'agressivité envers l'arbitre. Merci beaucoup, Alexandre. Vous le voyez, c'est presque le mot de la fin. Tout ce qui peut être fait, tout ce qui doit être fait pour encore protéger l'arbitre. Bruno, je vais vous laisser la parole avant de donner la parole à Jean-Pierre Mougin pour conclure. Bruno, je vous laisse terminer. Oui, je vais être bref. Je reprends un propos de Christian Dulin qui disait tout à l'heure, si on veut valoriser l'arbitrage, cela passera forcément par la médiatisation. Si on veut susciter des vocations chez les jeunes, il faut ouvrir les portes, les fenêtres, des stages des arbitres, donner envie aux jeunes de devenir arbitres. Et moi, ça me rappelle un slogan d'un partenaire, le premier partenaire des arbitres, qui disait si on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Merci beaucoup, Bruno. C'était riche, c'était varié. Jean-Pierre, je te laisse conclure cette table ronde. Expliquer quel a été ton ressenti en tant que témoin extérieur, mais pas tout à fait. Écoute, effectivement, une conclusion partielle pour la table ronde à laquelle on vient d'assister. Table ronde très riche, puisque les médias, c'est quand même quelque chose de plus en plus important. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a parlé du buzz, etc. Donc, voilà, je crois qu'on a beaucoup de travail à faire en termes de communication.
Je crois que les opérations qui sont menées en début de saison, au niveau national, au niveau des districts, etc., en particulier dans le football, pour expliquer les règles du jeu, c'est quelque chose qu'il faut perpétuer. Ça me paraît important pour que chacun comprenne. L'arbitre, c'est un homme public, ça a été dit par certains, c'est vrai. Et je pense qu'il faut qu'on ouvre de plus en plus la parole aux arbitres, pas forcément à chaud à la fin du match, mais peut-être 2 jours après, comme ça vient d'être dit, quand les esprits sont reposés, pour expliquer le pourquoi. Donc voilà, moi je suis d'accord pour dire qu'il faut viser à médiatiser l'arbitrage beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, mettre les arbitres en avant. Et là, c'est les fédérations qui peuvent le faire. Nous aussi, on peut le faire, la FSVFP, l'AFCAM peut le faire, mais pas que nous. Il faut que tout le monde s'y emploie, y compris le ministère. J'ai noté aussi que la formation des arbitres était importante. Et puis alors, le dernier point, c'est la formation des journalistes, de ce dossier peut-être plus sensible. Comment faire? Est-ce qu'ils vont nous écouter? Est-ce qu'ils vont venir? Je crois qu'il y a une démarche à réfléchir pour essayer d'informer mieux les arbitres aujourd'hui sur les risques finalement qu'ils font courir à tous, hein, qu'ils font courir au club, qu'ils font courir aux arbitres eux-mêmes, qu'ils font courir au sport. Et donc, on a certainement quelque chose à faire. Puis je vous dis au revoir et puis à très bientôt. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Bannis le temps des guerres de religion, soyons unis par la même passion, sans peur du vide et des a priori, vidons nos âmes de toute théorie. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Déchus, détrônés, les vieilles rancunes, restons unis dans les mêmes tribunes. D'un même élan, libérons notre cœur, nous y verrons la flamme du bonheur. Et si le sport